Contes et légendes du Japon. Épisode 4. La légende de Tokoyo et Yofune. Notre histoire de ce soir commence en bord de mer. Le soleil se lève et lance des ombres rougeoyantes sur un petit village suspendu à flanc de colline et sur l'eau encore endormie. Seules quelques bulles en troublent la surface. Sous l'eau, au bout de ce filet d'air discontinu, une jeune femme. Ou plutôt une magnifique jeune femme, devrais-je dire. Il s'agit de Tokoyo, l'héroïne de notre légende du jour. Elle est aussi belle que le chrysanthème et aussi forte de tempérament que l'acier du sabre de son père, un samouraï haut placé. Mais pour l'instant, là n'est pas le sujet. Tokoyo est concentrée. Son cœur d'apnéiste bat au ralenti. Son œil aguerri fouille les fonds marins. Quand soudain, un éclat attire son regard. Elle plonge plus profondément, son corps ondulant au rythme du courant. Arrivée au fond, elle saisit à deux mains une grosse poignée de sable et laisse ses longues jambes la propulser vers la lumière chaude du soleil levant. Elle reparaît sans même troubler la surface de l'eau. Tokoyo secoue doucement ses mains et laisse le sable glisser entre ses doigts. Un sourire illumine son visage. Elle le savait. Sous l'eau, ses yeux ne la trompent jamais. Au creux de sa main, une magnifique perle brille de 1000 reflets nacrés. Une de plus à rajouter à son trésor. Mais laissons-la profiter de sa nouvelle trouvaille et permettez-moi de vous en dire plus sur notre héroïne tandis qu'elle rejoint le rivage. Tokoyo est âgée de tout juste 17 ans. Elle est la fille d'Orimeshima, un grand samouraï au service du chef de guerre Oji Takattoki. Depuis son plus jeune âge, deux seules choses la passionnent, la mer et l'art de manier l'épée. Si son père la laisse volontiers nager des heures durant en compagnie des pêcheuses de perles du village, il est bien plus sévère lorsqu'il s'agit de la laisser tenir une arme. Mais Tokoyo n'est pas du genre à se laisser dicter sa conduite. Sa beauté n'a d'égal que la fermeté de son caractère. Alors, en cachette, depuis qu'elle tient à peine debout, elle espionne les entraînements de son père et s'astreint de nuit à la même discipline. Malgré ce différend, père et fille s'entendent à merveille et vivent tous les deux heureux. Je vous en dirai bien plus sur la mère de Tokoyo, mais cette dernière est malheureusement morte quelques jours après sa naissance, des suites d'une vilaine fièvre. Mais assez de cette parenthèse. Notre héroïne a atteint le rivage et se dirige désormais vers sa demeure. Et comme dans toutes les bonnes histoires, vous vous en doutez, sa vie est sur le point de basculer. Mais chut, elle n'en sait encore rien. Tokoyo est sortie du village et marche nu-pieds sur la route menant à sa demeure située un peu plus haut. Le vent sèche ses cheveux, le soleil réchauffe sa peau salée. Elle est heureuse. La belle profite du paysage et laisse son esprit vagabonder librement. Quand soudain, un bruit lointain l'attire de ses rêveries. Après quelques minutes, le vacarme se fait plus présent. Des sabots. Pas de doute, il s'agit bien de chevaux lancés au galop. Étrange. Il ne fallut pas longtemps pour qu'un groupe de cavaliers en armure ne la dépasse à toute vitesse, manquant de peu de la renverser. Tokoyo est sur le point de laisser exploser sa colère quand un sentiment d'angoisse soudain lui glace le sang. Cette route ne mène qu'à une seule chose, sa maison. Malgré ses pieds nus, elle se met à courir aussi vite que ses jambes fatiguées par les longues heures de nage ne le lui permettent. Plus qu'un virage et elle apercevra enfin sa demeure. À bout de souffle, elle arrive juste à temps pour voir son père ligoté, jeté à l'arrière d'un cheval, et la troupe repartir au galop. Paniquée, elle parcourt si vite les derniers mètres qu'elle semble voler. Trop tard. Tokoyo était perdue. Pourquoi traiter son père de la sorte? Elle avait reconnu les armures des cavaliers, la garde d'élite d'Oji Takattoki. Quelles raisons peuvent bien pousser le seigneur de la région à arrêter son père, alors qu'il en est l'un de ses samouraïs les plus respectés? Encore sous le choc, Tokoyo pousse la porte de sa demeure. Tout est en ordre. Son père n'a dû opposer aucune résistance. Un détail attire cependant son attention. Un parchemin posé à même le sol, au beau milieu de la pièce principale. Au bas de la page, le sceau de Takattoki. Orimeshima est par la présente condamné à l'exil sur l'île d'Oki, en raison de son comportement indigne d'un homme de son rang.
et pour avoir, de par là même, entaché le nom de son seigneur. Tokoyo tombe à genoux. Elle n'en revient pas. Mais peu importe. Peu importe de quoi son père est accusé. Elle le sait innocent. Rien ne pourrait ternir son image à ses yeux. Son père est banni ? Qu'à cela ne tienne, elle le rejoindra. Dussent-elle y aller à la nage ? Sans plus attendre, elle entreprend de préparer un sac de voyage. C'est décidé, elle prendra la route au matin, une fois ses jambes reposées. Quittons Tokoyo et ses préparatifs un instant, et permettez-moi de vous apporter quelques éléments de contexte. L'île d'Oki est un petit morceau de terre au large de Matsue, en pleine mer du Japon. Battu par des vents violents et des vagues puissantes, il est impossible de quitter l'îlot sans être un marin aguerri. Une véritable prison naturelle en somme. C'est donc en toute logique que le seigneur de la région a choisi d'en faire son lieu de prédilection pour exiler les opposants politiques et les samouraïs à l'honneur bafoué, indignes de se faire ses beaucoup. Et vous vous demandez sûrement ce qu'Orime a bien pu faire pour se retrouver expédié sur cet îlot. Peut-être avez-vous eu tort de faire confiance au narrateur omniscient que je suis, quand je vous le décrivais comme un homme d'honneur. Rassurez-vous, il n'en est rien. L'honorable samouraï est simplement victime d'intrigues de cour, son incorruptibilité lui ayant attiré les foudres de personnes haut placées suffisamment puissantes pour pouvoir convaincre Takta-Toki de l'envoyer en exil. Mais je parle et le temps file. Le soleil est levé depuis quelques heures déjà. Il est temps de retrouver notre héroïne. Décidé, Tokoyo est parti de bonne heure. Rien ne l'empêchera de rejoindre son père. Une vie sans lui n'en vaut vraiment pas la peine. Elle marche jour et nuit, ne prenant qu'une pause quotidienne pour manger une galette de riz. Après 5 jours, ses sandales sont en lambeaux. Mais elle arrive enfin en vue du petit village portuaire de Sakai Minamoto. Là, elle prend enfin le temps de souffler. Assise sur la plage, elle mange ses dernières provisions, en regardant l'horizon. Loin au large, elle peut deviner l'île d'Oki, perdue dans la brume. Seule une mer déchaînée et battue par un vent glacial la sépare de son but. Tokoyo se lève et se met en quête d'un moyen de traverser. Sur le port, elle passe de barque en barque, offre ses plus beaux sourires, tout l'argent dont elle dispose en échange d'une aide providentielle. Malheureusement, rien. Pêcheurs comme marins, tous sont unanimes. La traversée en cette saison est déjà périlleuse, mais avec ce temps, c'est du suicide. La nuit tombe et le port se vide. Tokoyo retourne sur la plage. Une journée de perdue, se dit-elle. Je ne peux pas me permettre de perdre plus de temps. Qui sait ce qui peut arriver à mon père ? S'inquiète-t-elle. Accablée, elle marche sans but sur la plage, essayant de chasser ses pensées acides. Son regard est alors attiré par une grotte qui fend la falaise sur sa gauche. Curieuse de nature, elle décide d'y entrer. Il fait terriblement sombre. Tokoyo progresse à tâtons. Seul l'écho de la mer déchaînée rebondissant sur les parois en pierre l'accompagne. Quand soudain, son genou heurte quelque chose, lui arrachant un petit cri de stupeur. Du bout des doigts d'abord, puis à pleine main, elle cherche à deviner la nature de l'objet inerte. Après une rapide investigation à l'aveugle, l'évidence. Une barque, c'est une barque! Son enthousiasme retrouvé, il ne lui faut que quelques minutes pour tirer le vaisseau de fortune sur la plage et le mettre à l'eau. En plus, il flotte, se réjouit Tokoyo. Peu importe tout ce qu'on lui a raconté plus tôt cet après-midi. La mer a toujours été son allié. Demain, elle embarque. Mais d'abord, une nuit de sommeil. La barque est à l'eau. Tokoyo saute à l'intérieur, fixe solidement les avirons et se met à ramer. La houle est impressionnante. 1000 fois le frêle esquif remonte péniblement des vagues semblables à des montagnes pour manquer de se briser en les descendant. Le vent d'une violence inouïe fouette le visage de la courageuse navigatrice. Des heures et des heures durant, Tokoyo rame et rame encore, à s'en ouvrir les mains, sans jamais se retourner. En fin de journée,
elle ose pour la première fois tourner la tête et lève les yeux vers sa destination. Horreur. Certes, la côte qu'elle a quittée est déjà loin, mais l'île Noki n'est toujours qu'un point à l'horizon, noyé dans la brume, intouchable. Loin de s'effondrer, la belle chrysanthème laisse place à la guerrière à la volonté d'acier. Pendant 2 jours et 1 nuit, Tokoyo va ramer contre le courant et les vagues, ne prenant que de courtes pauses, le temps de se replacer dans son embarcation. Le soir du 2e jour, noyée dans une brume épaisse, elle n'a aucune idée d'où elle se trouve. Épuisée, elle lâche les rames et s'écroule. Ce qu'elle ne savait pas au moment de sombrer dans les bras de Morphée, c'est que la brume lui cachait le rivage, pourtant seulement à quelques mètres de là. Mais après avoir été son bourreau, la mer décide de se montrer clémente et dépose l'embarcation de fortune et sa passagère sur le rivage. La tempête se calme et le vent laisse notre héroïne dormir jusqu'au lendemain soir. À son réveil, Tokoyo est surprise par l'absence de roulis. Plus de vagues, juste le vent. Il lui faut quelques minutes pour réaliser qu'elle a enfin atteint son but. Elle l'a fait. Pleurant de joie, elle se laisse tomber sur le sable. Jamais elle n'avait été aussi heureuse de retrouver le rivage. Elle se redresse et fait quelques pas. Bien, ses jambes la portent toujours. Rassurée, elle se met à la recherche d'un signe de civilisation. Après une petite demi-heure de marche, le vent porte à ses oreilles une étrange mélopée. Est-ce un instrument ? Un animal peut-être ? Impossible à dire. Mais pour le moment, c'est tout ce qu'elle a. Alors autant essayer de trouver l'origine de ce bruit étrange. À mesure qu'elle progresse, le son se fait plus précis. Elle en est maintenant sûre, il s'agit bel et bien d'une voix. Celle d'une jeune femme. Une jeune femme qui appelle à l'aide, qui supplie même. Tokoyo avance encore de quelques mètres et localise enfin la source des suppliques. Au bord de la falaise, en contrebas, une jeune femme crie, pleure et implore. Toute vêtue de blanc, elle a les mains liées dans le dos et est fermement maintenue par 2 hommes. En retrait, un petit attroupement de visages tristes la regarde, contrit. Tokoyo tend l'oreille et essaye de suivre la conversation que lui rapporte le vent. « S'il vous plaît, non, non, je vous en supplie, je ne veux pas mourir. Ayez pitié, pitié !» hoquette la jeune fille entre 2 sanglots. Un prêtre, à en juger par ses vêtements, s'approche d'elle et d'une voix calme lui répond « Il y a beaucoup d'honneur dans ton sacrifice. Tu as été choisi parce que tu en es digne. Tu le sais, la volonté du dragon fait loi. Sans ça, le village et ses habitants vivront dans la misère. »« Mais on vit déjà dans la misère !» protesta la désespérée. « Mon enfant, ne pleure pas. Ne pleure pas une vie que tu n'auras pas. Essaie plutôt de te remémorer la vie que tu as eue. Rappelle-t'en, chéris chacun de ces souvenirs, et ils vivront, ou plutôt tu vivras, au travers de chacun des villageois que ton sacrifice va sauver. Garde ça en mémoire. Cela rendra ta tâche plus douce. » Les 2 hommes entreprirent alors de porter leur captive jusqu'au bord de la falaise. Mais la jeune femme se débattait avec violence. Ce n'est qu'au moment où les jambes de la malheureuse se trouvèrent au-dessus du vide que Tokoyo comprit de quel sacrifice le prêtre parlait. Oubliant sa fatigue, elle sort de sa cachette et se rue vers la pauvre hère en criant aux hommes d'arrêter. Surpris, ils lâchent leur captive qui manque de basculer dans le vide. Enfin libre, elle court se réfugier derrière sa sauveuse providentielle. Bien que seule et désarmée, Tokoyo exige alors des explications. Étrangement, le prêtre lève vers elle un regard plein de tristesse, de mélancolie et de douceur, et entreprend alors de lui expliquer la situation. Le village vivait dans la peur de Yofune, un dragon légendaire régnant sur ses eaux déchaînées. Chaque année, à la même date, la créature exigeait qu'une jeune femme pure lui soit offerte en sacrifice. Si les villageois venaient à manquer de l'échéance, le monstre déchaînerait alors tempête sur tempête, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de leur flotte de pêche, unique moyen de subsistance des insulaires. Tokoyo est sidérée. Pour elle, les dragons étaient des créatures de légende. Mais le sérieux du prêtre et des villageois la forcent à revoir son opinion. Pourquoi sacrifier une jeune femme aimée de tous si ce n'était pas la vérité ? Il vous faut une jeune femme à sacrifier ? Vous l'avez. Je me porte volontaire.
dit-elle avec détermination. « Je ne demande qu'une courte lame affûtée, de l'encre et du papier. » Les villageois ne savent pas s'ils doivent louer son courage ou questionner sa santé mentale, mais accèdent tout de même à sa requête. Elle s'assoit et entreprend de coucher ses pensées sur le bout de parchemin. « Père, je ne sais pas si je te reverrai, mais de toi j'ai appris le sens de l'honneur qui dicte la voie du samouraï. Mon désir égoïste de te retrouver ne peut passer avant la détresse de ces pauvres gens. J'espère que si j'échoue, mon histoire et ces quelques mots maladroits arriveront jusqu'à toi. En attendant de te retrouver dans cette vie ou dans la suivante, je t'embrasse. Ta fille qui t'aime, Tokoyo. » Une fois cela fait, elle sort la lame de son fourreau, en examine le tranchant, et satisfaite, la glisse à sa ceinture, puis se dirige vers le vide. Les villageois n'ont pas le temps de dire mot, qu'elle plonge vers la mer noire d'encre. Le calme qui règne sous l'eau tranche avec la fureur des vents qui soufflent à la surface. Elle est dans son élément. Simplement éclairée par la lune, les yeux de Tokoyo mettent quelques secondes à se faire à l'obscurité sous-marine. Une fois ses pupilles dilatées, elle remonte à la surface, les yeux fermés, prendre une grande bouffée d'air avant de replonger. Tout est plus clair maintenant. Notre héroïne s'enfonce de plus en plus profondément. Certains poissons l'accompagnent dans sa descente, d'autres fuient devant l'intruse. Même de nuit, l'univers sous-marin enchante Tokoyo. Tant de poissons, de coraux multicolores. Elle en viendrait presque à oublier ce qui la pousse à nager vers les abysses. Quand soudainement, le monde du silence se fit encore plus silencieux. Comme si la mer s'était subitement vidée de toute vie. Comme si l'océan retenait sa respiration. Tokoyo marque une pause dans sa descente. L'eau est glacée, mais bien moins que le sang de notre héroïne. La peur l'étreint. Pas une peur ordinaire, une peur incontrôlable, primitive et inexplicable, qui lui crie de refaire surface. Refaire surface tout de suite. Il ne fallut pas longtemps pour que le visage de la peur elle-même apparaisse sous les traits d'un gigantesque dragon. Son corps long de plusieurs dizaines de mètres est pareil à celui d'un serpent, et recouvert complètement d'écailles blanches. Sa gueule, garnie de dents acérées, est assez grande pour avaler un bœuf. Sa tête, ornée de 2 grandes cornes ébènes. Mais ce qui terrorise Tokoyo, ce sont ses yeux. 2 grands yeux rouge sang fendus par 2 pupilles aussi noires que l'âme de leur propriétaire. Yofune est réveillé, il vient chercher son dû. Les enseignements de son père reviennent en mémoire à Tokoyo. La peur n'a rien à faire sur un champ de bataille. Seul le calme mène à la victoire. Elle se ressaisit. La mâchoire d'ivoire de Yofune est sur le point de se refermer sur notre courageuse héroïne, mais un réflexe hors du commun et ses jambes puissantes la sauvent de justesse. Une autre attaque, une autre esquive. Déconcerté mais pas découragé, le dragon se relance à la charge. Encore et encore. Tokoyo sait qu'elle ne peut continuer de la sorte indéfiniment. Ses poumons la brûlent, l'air commence à lui manquer. Bientôt, elle n'aura d'autre choix que de refaire surface. Et elle le sait, jamais elle ne prendra le monstre de vitesse. Encore une attaque. La mâchoire de Yofune se referme un peu plus proche à chaque fois. Elle sait ce qu'il lui reste à faire. Pour triompher, elle va devoir le laisser approcher encore plus. Tokoyo s'arrête et se place face au monstre, qui, prenant ça pour de la résignation, la charge à toute vitesse. Alors que Yofune pense enfin tenir sa proie, une ondulation propulse notre héroïne sur le côté de la gueule du dragon. Avec un geste d'une vitesse fulgurante, Tokoyo dégaine son tantôt et le plante dans l'œil du monstre qui, dans un spasme de douleur, se cabre en arrière. C'est alors qu'elle aperçoit, sous le cou de Yofune, une zone sans écailles. Le monstre les aura sûrement perdus en frottant son corps contre les fronts marins. Les bras tendus en avant, tenant son poignard à 2 mains, Tokoyo nage de toutes ses forces. Telle une torpille, elle vint frapper la zone découverte avec une violence inouïe. La lame s'enfonce jusqu'à la garde. Un cri horrible lui vrille les tympans. Le monstre se débat en tous sens, fou de douleur. L'eau se trouble de sang.
Les mouvements frénétiques et désespérés de Yofune créent de violents courants qui entraînent irrémédiablement Tokoyo vers le fond. Alors qu'elle est sur le point de perdre connaissance dans un tourbillon d'écume, le monstre pousse un dernier râle, puis le silence. Les abysses reprennent leur calme habituel, et Tokoyo, ses esprits. De l'air, respirez, tout de suite. Tokoyo saisit une des cornes de Yofune, prend appui sur le fond marin et pousse de toutes ses forces sur ses jambes, se projetant vers le haut. Plus que quelques mètres, elle peut voir la lune briller au travers de la surface. Mais ses forces l'abandonnent. Encore quelques mètres, juste quelques mètres. Respirez, vite. Ses poumons la brûlent tellement. Juste quelques mètres. C'en est trop. Son corps épuisé par l'effort l'abandonne. Si près du but. C'est trop bête, désespéra-t-elle, une main tendue vers l'astre lunaire. Le corps de Tokoyo flotte maintenant entre deux eaux. Mais trop occupée à vaincre un monstre légendaire, notre courageuse nageuse n'avait pas remarqué que leur combat acharné avait remué les fonds marins. Et alors qu'elle est sur le point d'abandonner, une immense bulle emprisonnée dans la vase depuis des siècles vient d'être libérée. Doucement au début, puis de plus en plus vite, la méduse aérienne rejoint la surface, entraînant Tokoyo sur son chemin. De l'air. Enfin, elle peut sentir le vent sur son visage. En haut de la falaise, une myriade de points lumineux dansent. Une clameur se fait bientôt entendre. Tous les villageois se sont regroupés, torches à la main, anxieux de connaître le résultat du combat. D'abord effrayés à la vue de Yofune, ils ont maintenant compris qu'il ne s'agit que de son cadavre, et laissent leur joie éclater. Des barques sont rapidement mises à l'eau pour récupérer leur héroïne. Hissée à bord, Tokoyo épuisé s'endort, son tantôt fermement pressé sur la poitrine. Les jours suivants, celle que les villageois appellent maintenant la libératrice, garde le lit, terrassée par une forte fièvre. Dans son sommeil agité, elle murmure sans cesse le nom de son père, inlassablement, comme un mantra. L'esprit de Tokoyo dérive. Encore et encore, elle court derrière son père qui reste hors de portée. Aussi proche semble-t-elle être, jamais elle n'arrive à rattraper le vieux samouraï. Pourtant, il est si présent. Elle le sent si proche. Même sa voix résonne à ses oreilles. Tokoyo. Tokoyo. Tokoyo, mon enfant. Dans quelle folie t'es-tu encore lancé ? La fraîcheur d'un linge humide sur son front tire la belle de son sommeil. Éblouie par la lumière du jour qui inonde la pièce et l'esprit encore embrumé, Tokoyo ne distingue qu'une ombre noire penchée sur elle. Elle cligne des yeux, hébétée par des jours de fièvre. Peu à peu, le voile se lève sur le visage qui la surplombe. Les traits de Tokoyo s'illuminent. Et dans un soupir de bonheur, le premier mot qu'elle prononce consciemment depuis des jours franchit ses lèvres. Oto-san. Père et fille s'enlacent, et aux larmes de joie se mêlent les promesses de ne plus jamais se quitter. Avant de vous laisser sur cet heureux tableau qui conclura notre histoire du soir, permettez-moi de vous expliquer comment nous en sommes arrivés là. Ramené au village par les habitants spectateurs de son affrontement avec Yofune, Tokoyo avait dormi près d'une semaine. Un sommeil assez long pour que la nouvelle de son exploit se répande comme une traînée de poudre dans tout le royaume et n'arrive jusqu'à la cour d'Oji Takattoki. Impressionné par un tel acte de bravoure, le chef de guerre décida de relâcher le père de Tokoyo, qui se précipita au chevet de celle qui resterait à jamais, malgré son héroïsme, son petit chrysanthème.